Allô? Oh, excellent. Vous pouvez me voir, Oui, oui, très bien. vous aussi, vos beaux masques. Oui, merci. Very nice. Excellent. Alors, on va attendre juste une petite minute ici et je vais Oui, ajouter la petite commentaire. Hmm, Pause café. Oups. OK. Mhm. All right. Je pense qu'on est prêt ici. Oh, je vais juste mettre comme ça. OK. On espère que ça va rester comme ça. All right. Mais, bonjour tout le monde et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Nicole Burish. Je suis la conservatrice adjointe en art contemporain au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et je suis ici aujourd'hui dans le cadre de Pause Café, cette série de discussions sur Instagram Live avec les conservateurs du musée et leurs invités. Et cette semaine, c'est un développement un peu spécial dans la série parce que nous allons commencer à parler avec des invités à l'extérieur du musée. Jusqu'à date, c'était surtout des gens au musée qui travaillent au musée aussi. Et alors, on va commencer cet automne à un peu voir des invités à l'extérieur du musée pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde de la communauté artistique à travers le Canada. Alors, on a hâte de partager ça avec vous. Et cette semaine, je suis très honorée de connecter avec Articule. C'est un centre d'artistes autogéré à Montréal. Et je suis ici avec Burcu Image, qui est la coordonnatrice au développement des publics à Articule. Elle est aussi artiste. Et Articule a invité de son tour Eunice Bellidor, qui était anciennement la coordonnatrice à la programmation à Articule. Et maintenant, elle est la directrice à la galerie FOFA, aussi à Montréal. Alors, bienvenue à vous deux. merci, merci. Euh, et pour commencer dans cet espace virtuel ensemble, j'aimerais quand même reconnaître qu'on se trouve dans des espaces réels et sur la Terre. Pour moi, je suis reconnaissante d'être ici sur les territoires traditionnels et non cédés du peuple Anishinaabe et Algonquin. Et mes invités se trouvent à Montréal, aussi connus comme Tjautjage ou Muniang, où la nation Ganyong-Haga est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux là. Alors, on est très contente d'être ici. Et juste pour brièvement mentionner, nous allons parler pour à peu près 20 minutes, peut-être un peu plus longue si la discussion roule bien. Et on va garder un peu de temps à la fin pour vos questions. Alors, si vous avez des questions à poser, je vais vous inviter à la fin de poser ça. Alors, on peut commencer. Alors, j'ai invité Articule à discuter avec nous aujourd'hui d'une lettre qu'ils ont publiée en lien avec les mouvements et les actions récents autour de Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Alors, en juin de 2020, Articule a publié une lettre ouverte qui s'appelait Au-delà des déclarations de solidarité, qui était adressée au Centre d'artistes autogéré au Québec. Et je voulais savoir, pour commencer, pourquoi est-ce que c'était nécessaire pour vous de publier cette lettre et c'était quoi le processus qui a mené à publier et partager la lettre? Et d'abord, merci de nous avoir invités. J'aimerais juste
reconnaître que je suis membre du personnel et je parle uniquement de mon point de vue. La lettre est une ressource, une perspective d'un seul organisme. Et je pense que c'est important de parler de cette ressource, cette lettre, mais aussi au même temps de rester humble, on dirait en anglais. Est-ce que c'est le même mot en français? Oui, humble, oui. J'aimerais aussi au même temps reconnaître que dans les dernières 10 années, Articule a eu beaucoup de changements dans son structure en tant qu'organisme, mais aussi il y a aussi eu beaucoup de défis et des erreurs, et j'aimerais juste comme reconnaître ça parce que c'est important de nommer. Et aussi qu'on est dans le processus et on se pose les mêmes questions que celles qui se trouvent dans la lettre. Ouais, j'aimerais juste dire ça avant qu'on parle. La lettre a été écrite vraiment pour parler à notre communauté, le milieu artistique montréalais. On a ressenti le besoin de se pencher sur les déclarations de solidarité rédigées par d'autres organismes, parce que on a trouvé que ils ont devenu un peu une mode. Souvent, il s'agissait de déclarations de solidarité sans aucune mesure d'action claire, sans réflexion personnelle, sans reconnaissance des erreurs ou même sans un engagement à long terme dans la lutte contre le racisme et l'oppression. Et on trouvait que des déclarations comme ça, sans des actions transparentes, peut être utilisées des fois comme une moyen d'augmenter une popularité d'un organisme ou être considérée comme bonne aux yeux du public, ou même parfois d'augmenter les ventes, comme nous l'avons vu avec les entreprises publiant des déclarations de solidarité, tout en continuant d'avoir des lieux de travail toxiques. Alors, on a senti la responsabilité de parler avec notre milieu et de fournir un peu par écrit certaines des questions que nous avons trouvées utiles et qui pourraient aussi être utiles à d'autres organismes. Ouais, c'est ça. Excellent, merci. Et dans la lettre contient une série de questions que les organismes peuvent se poser, surtout autour de ces questions, comment faire un travail d'être non seulement non raciste, mais plus spécifiquement antiraciste. Et je voulais savoir, est-ce que vous aimeriez lire un ou deux de ces questions et peut-être discuter de questions qui vous semblent importantes. Elles sont tous importantes, mais de sélectionner un ou deux pour discuter un peu plus en profondeur. Mm-hmm. Oui, ben, je peux commencer avec ma question. En fait, une des questions que j'ai trouvé qui était importante, c'était qui avons-nous engagé au cours des 10 dernières années, tant pour des postes à long terme que pour des postes contractuels? Y a-t-il des Noirs, des Autochtones ou des personnes racisées dans le poste de direction? Puis je pense que présentement, il y a beaucoup de gens qui, leur réponse en fait, c'est comme, OK, mais on va regarder notre structure puis on va s'organiser pour engager des personnes racisées, des personnes noires ou des personnes autochtones, mais l'environnement de travail a absolument pas été conçu pour les accueillir. Donc, à la fin de la journée, ils pensent qu'ils ont fait leur travail, mais la personne, ça va comme être dans une porte tournante, que la personne va partir quand même assez rapidement. Puis je pense que ça, c'est un grand danger dans le milieu québécois et canadien parce que on va toujours entendre les deux mêmes excuses. Soit que, ben, tu sais, on veut les engager, mais on les trouve pas, ou bien, ben, on les a engagés puis ils sont pas restés. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que les organismes, ils se regardent pas, en fait. Il faut juste un peu, comme, pay lip service, dans le fond, à la cause, mais à la fin de la journée, ils sont pas organisés. Donc, si jamais la réponse à la question, c'est que il y a personne qui a été engagé, ben, il faut aussi se demander comment ça marche à l'interne. Puis que si oui, le but, c'est d'ouvrir un peu son organisme aux personnes qui sont marginalisées,
ben, comment les faire rester, comment les accueillir, sont aussi des questions qui viennent avec cette question-là. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant parce que en travaillant dans un organisme comme Articule, j'ai été engagée et je suis une personne noire. Donc, il y avait quand même un avantage certain pour le conseil d'administration quand il a été choisi. Mais après, pendant mon expérience Articule, elle a pas super bien commencé. Donc, beaucoup des démarches ont fini par se faire à cause qu'il y a eu un conseil d'administration racisé qui a été engagé, mais autrement, l'environnement de travail avait absolument pas été fait pour me garder en poste, en fait. Et moi, je m'aurais parlé de la question qui redirige nos politiques? Avons-nous des procédures qui accompagnent ces politiques? Et je trouve que ces questions sont vraiment importantes parce que souvent, des organismes auront des politiques, mais pas des procédures de savoir-faire. Et on a besoin de procédures pour savoir comment mettre effectivement en place une politique jour à jour, dans une manière quotidienne. Alors, lorsqu'il y a quelque chose, on aura déjà mis en place un plan d'action pour guider le processus. Et ça, c'est un processus qu'Articule fait actuellement avec un artiste qui s'appelle Kamala Mackerel. C'est de créer une procédure de résolution des conflits et une procédure de plainte pour accompagner les politiques. Et nous, on espère que ça va permettre de renforcer les compétences du personnel et du CA, mais aussi de promouvoir la durabilité à long terme dans le centre. Excellent. Alors, on parle un peu de questions de comment créer des espaces et aussi comment soutenir les changements nécessaires. Ça me fait penser aussi à un moment, je sais, Eunice a aidé à rédiger ou aider à rédiger une série de questions c'était comme un dépliant pour comment embaucher puis créer des espaces un peu accueillants pour des personnes racisées. Rappelle-moi le nom de la galerie avec laquelle... Galerie, pardon. Oui. Oui. Alors, juste pour peut-être mentionner une autre ressource sur ce point-là que Eunice a mentionné, j'ai trouvé que c'était une ressource fantastique. C'est non seulement d'embaucher des personnes de communautés marginalisées, mais c'est de vraiment réfléchir à l'espace puis les politiques. Comme Burcu l'a mentionné, c'est un travail un peu plus approfondi. Et peut-être sur ce note encore, la lettre avait aussi une liste de recommandations et d'actions potentielles que les centres d'artistes peuvent prendre. Et moi, je dirais aussi, c'est non seulement pour les centres d'artistes que beaucoup des choses ici dans lesquelles on parle s'appliquent aussi aux plus grands organismes, aux institutions comme des musées aussi. Et j'étais frappée, les actions et même les choses dont vous parlez maintenant, c'est non seulement des gestes, des actions, des travails qui font face à l'extérieur de l'organisme. On pense souvent avec des musées, des centres d'artistes, c'est les expositions et les publications, les acquisitions. Mais vous autres, vous parlez aussi de travail de politique, de ressources humaines, de relations entre les employés, comment distribuer des ressources. Peut-être vous pouvez parler encore plus un peu de cette approche un peu plus holistique ou un peu plus qui touche à tous les aspects d'un fonctionnement d'un organisme. Mm-hmm. Ben, tu peux commencer, puis je vais sûrement bounce en your answer. Oui. Ben, j'ai parlé un petit peu de ça avant de comment on peut avoir une approche plus comme quotidien, même pas quotidien, mais quelque chose qui touche à tous les niveaux d'un organisme. Je pense qu'on peut pas juste programmer des artistes racisés, noirs ou autochtones sans faire de notre mieux pour assurer leur sécurité en tant que personne et pour soutenir leur vie. Alors,
Ouais, alors nous devons juste comme réfléchir à la façon que le racisme et l'oppression vit dans nous et dans nos corps et voir comment on peut regarder à chaque aspect du fonctionnement. Est-ce que vous entendez? Désolée. Nous devons réévaluer chaque aspect de notre fonctionnement en tant qu'organisme dans une optique d'anti-oppression. Par exemple, je peux donner un exemple avec les comités d'équité, d'inclusion et de la diversité, qui peuvent être un bon point de départ, mais pouvons-nous étendre ce travail à l'ensemble de l'organisation au lieu d'avoir juste un comité qui se concentre uniquement sur ça, parce que c'est pas juste quelque chose qui peut discuter dans un endroit et sans une réflexion globale. Mais ça, c'est un bon point que tu amènes, Bourjou, parce que souvent, quand des organismes vont avoir un comité d'équité, mais si le point doit se rendre aux ressources humaines, ben ils vont être comment? Ben c'est le comité d'équité qui doit s'en occuper. Ben à la fin de la journée, c'est quand même les ressources humaines qui gèrent les employés. Donc il faut que toutes les mesures, les formations ou toutes les idées qui sont tranquillement entrées dans l'organisme pour permettre à l'organisme d'être antiraciste puis d'inclure les communautés marginalisées, il faut que ça puisse toucher aussi à tous les différents comités puis à tous les autres comités de gestion de l'organisme pour que ça soit pas une personne qui s'en occupe, mais que ça soit global, pour que ça soit global dans l'organisme, dans tout l'organisme. Mm-hmm. Et c'est un peu comme le point qu'Inès a mis à l'autre question aussi, c'est si on va avoir, par exemple, la programmation des artistes racisés, comment est-ce qu'on peut assurer que l'organisme est un endroit safe pour eux? Et s'il n'y a pas les membres du personnel qui sont aussi racisés ou d'autres politiques en place pour garder et assurer leur sécurité, on les met dans une situation de précarité et de peut-être danger. Oui, absolument. Puis souvent les organismes qui vont pas du tout avoir de personnes marginalisées et ou racisées dans leur structure organisationnelle, ben quand va venir le temps d'accueillir l'artiste, ils seront pris au dépourvu, fait qu'ils vont toujours aller chercher la même personne pour aller s'occuper de cette personne-là. Tandis qu'il y aurait pu avoir quelqu'un où vous auriez pu être préparé à recevoir cette personne-là. Parce qu'une autre chose aussi, c'est que c'est bien beau de présenter un artiste ou de l'inviter à présenter son projet dans un centre, mais cette personne-là, elle vient avec un set de valeurs, avec son set de public. Donc, il faut aussi être capable d'accueillir ces gens-là. Puis ça, souvent, c'est pas fait parce qu'on s'attend à ce que ça soit toujours les mêmes publics qui viennent pour consommer l'art ou les activités du centre. Fait que souvent, là, il y a un danger que ceux qui sont pas nécessairement au courant ou qui connaissent pas l'artiste vont mettre cet artiste-là dans des situations de danger. Puis là, l'organisme, ils vont s'en laver les mains parce que là, c'est rendu dans les mains du public. Donc, il y a ça aussi qui est un danger puis que les organismes doivent faire attention. Oui, c'est un super bon point que c'est non seulement l'équipe, les membres, les bénévoles de centre, mais on parle aussi de public aussi et de s'assurer qu'on est consciente de qui est alentour du centre, qui est invité, c'est quelles personnes qui sont à l'aise de venir dans ces espaces-là aussi. C'est sûr que c'est des choses sur lesquelles on réfléchit au musée aussi, comment il y a un public d'une façon un peu plus consciente aussi. Oui, c'est vraiment c'est important aussi. Et j'aime aussi ce que vous disiez autour de... C'est ça, c'est non seulement toujours la même personne, la personne racisée à laquelle on va poser des questions, à qui on va diriger le travail de faire ça, c'est vraiment que tout le monde dans l'équipe, tout le monde dans le CA aussi, dans les comités, que tout le monde est en train de réfléchir à ces questions tout le temps, en continuité, que c'est un travail qu'on partage à travers un centre. Je trouve que c'est vraiment excellent aussi de souligner ça. Alors, sur cette question aussi,
j'ai vu dans la lettre une chose qui m'a frappée, c'était la façon qu'on décrivait que ce travail d'antiracisme, anti-oppression, ça peut être parfois vraiment lent. Ça peut prendre beaucoup de temps. C'est parfois des réunions qui durent toute la soirée. C'est des processus de prendre des décisions ensemble de façon non hiérarchisée. De prendre le temps de réfléchir et de réfléchir encore. Comme vous le savez, moi aussi, j'ai travaillé dans des centres d'artistes. Je viens de ce milieu-là. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on pense souvent au centre d'artistes comme s'il travaille beaucoup, ça peut être vite, ça peut répondre et d'agir et de réagir au moment courant de façon un peu plus rapide ou agile. Tandis que les musées, les autres institutions, parfois ça prend un peu de temps, on est lent, on comprend parfois. Mais je pensais à ça que peut-être il y a une balance. Comment est-ce qu'on trouve une balance entre le désir ou le besoin d'agir rapidement et le besoin de prendre son temps, de faire un travail un peu plus lent, un peu plus avec un soin oui, comment est-ce qu'on trouve une balance entre ces deux choses? C'est la question institution centre artiste un peu. C'est une bonne question. Je pense que tu peux rapidement trouver les enjeux auxquels il faut adresser, comme par exemple, la plupart des gens ont été assez rapides de donner une lettre ou de faire une réponse d'enfant aux événements qui se sont passés. Mais il faut que, en tout cas ceux qui ont décidé de faire des actions tangibles pour régler la situation, ça doit se faire au jour le jour dans toutes les sphères du travail. Donc que ça soit dans la gestion, dans l'équipe, mais aussi dans la programmation, dans les politiques, dans les réunions. Il faut que ça soit quelque chose qui soit adressé de manière systématique et de manière constante. Puis ça, c'est sûr que ça prend un certain temps parce que une programmation, ça se déroule sur une année, les réunions aussi, mais c'est quand même bon de pouvoir répondre quand même rapidement à un sujet d'actualité comme celui qui nous concerne présentement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment comme ça que je peux répondre à cette question-là. Mm-hmm. C'est un travail difficile et le travail difficile, c'est jamais vite. Mm-hmm. Il faut juste comme reconnaître ça. Mm-hmm. Mais ça me fait penser un peu à quelque chose que Kama a dit toujours à nous, c'est que souvent nous commençons d'avoir ces réflexions en temps de crise ou en réponse à une crise. Et ces moments de crise peuvent être un bon point de départ. Cependant, je pense que c'est plus important de se consacrer à réfléchir au-delà du moment d'une crise, mm-hmm. à la manière dont nous engageons dans l'oppression. Et aussi, de juste comme reconnaître que la capacité d'écouter, de réfléchir et de se transformer est différente pendant les moments de crise que pendant d'autres moments. Et ça, c'est juste comme... Je pense que l'élément clé, c'est la consistance. Mm-hmm. Et le commitment, comment dire commitment? L'engagement. L'engagement à long terme. Oui, absolument. Oui, comment continuer tout le long, de continuer. Ouais. C'est un bon point, ça, parce que c'est sûr que c'est vrai que pendant les crises, on est définitivement en réaction à quelque chose. Mais il faudrait toujours revenir, 6 mois après, 1 an après, quand il y a plus de crise, la conversation, elle ressemble à quoi, Donc, c'est vrai que il faut continuer de développer ces questionnements-là, puis de le faire vraiment de manière consciente, que tu dis, OK, ça fait 6 mois qu'on n'en parle plus. Est-ce que nous aussi, ça fait 6 mois qu'on n'en parle plus, ou est-ce que ça fait 6 mois qu'on travaille lentement, mais qu'on travaille à avancer quand même? Ouais. Et on le voit maintenant avec les réseaux sociaux, et Black Lives Matter, comme on a eu juste il y a quelques jours le shooting de Jacob Blake. Et même maintenant, on voit qu'il y a moins de personnes qui parlent de ça qu'il y a 2 mois. Alors,
il faut avoir un engagement consistant pour que ça ne devienne pas pas une mode, mais comment dire, ouais, une mode. Ouais, ouais. Oui, non seulement réagir quand c'est trendy, mais de s'assurer que ça devient une partie du travail qu'on fait de jour à jour. Oui, c'est vraiment, on entend bien que oui, c'est un travail à long terme et qu'il y a toujours des nouvelles questions à poser aussi dans cet esprit d'écouter et d'apprendre puis de continuer. Je trouve aussi c'est ça, des modes de questionnement, d'être ouverte, d'écouter, d'apprendre. Ça fait partie de ce travail aussi. Mais j'aime beaucoup cette idée de prendre du temps puis de travailler avec un soin. Je trouve que c'est un mot qui est utile dans ces temps-là. Et peut-être lié à ça, une autre chose dans la lettre qui était pour moi super importante, c'est le fait que dans la lettre, on reconnaissait le travail de toutes sortes de personnes impliquées à Articule, surtout des personnes racisées, noires, autochtones, queer, trans, des membres, des bénévoles, qui ont un peu contribué au fait que la lettre était possible, qu'il y avait un travail qui est venu avant. Et aussi, vous avez beaucoup de liens à d'autres ressources dans le monde artistique, mais aussi à l'extérieur de ça aussi. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'était important de faire ça, de reconnaître toutes ces autres personnes. Ben, je pense que les situations ont quelques fonctions. Il y a déjà beaucoup d'écrits, beaucoup de travaux que nous pouvons comme suivre et dont nous pouvons apprendre et amplifier les voies on peut suivre. Alors, on a déjà les utiles et on n'a pas vraiment une excuse pour pas prendre une initiative. Je pense aussi que la situation, c'est une forme d'hommage et de renforcement de la solidarité ou une moyen de créer un réseau et de juste reconnaître comment on est rendu ici et pour reconnaître le travail des personnes qui étaient engagées dans le centre avant. C'était une façon de donner le respect et je pense que juste reconnaître la solidarité. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment gentil que vous m'envoyiez la lettre avant de la publier. Justement parce que vous aviez dit, vous l'avez envoyé à la plupart des staffs et membres du CA racisés qui ont passé à travers d'Articule. Fait que j'ai trouvé ça vraiment... j'ai vraiment trouvé que c'était une manière de nous unir tous ensemble puis d'unir notre histoire aussi. Tu sais, que c'est pas seulement à ce moment que vous écrivez la lettre, mais qu'il y a tout un historique derrière vous. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié ça. Puis je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait que cette lettre-là est une des plus fortes parmi la plupart des statements de solidarité. Puis c'est parce que vous avez inclus votre historique dedans. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Puis je trouve aussi que un des points que je trouvais intéressant aussi, c'est que souvent les organismes, ils vont dire, ben là, nous, on sait pas où aller, on sait pas quoi faire, on sait pas c'est qui les gens, on les trouve jamais. Ben là, il y a une liste, tu sais. Fait que pour le reste, vous pouvez faire votre propre recherche, là, tu sais. Google est votre ami. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment un très bon document. Ouais. J'ai aussi un autre point que j'aimerais ajouter à d'autres questions par rapport la balance entre la réponse en crise et le travail à long terme. Il y a surtout dans les centres d'artistes un manque de temps et un manque de ressources, mais on peut pas utiliser ça comme une excuse. Alors il faut je pense que les centres d'artistes faut couper le travail de d'autre part ou faut arrêter de faire quelques événements ou même la programmation pour que l'organisme peut mettre ça à l'avant parce que on va toujours avoir un manque de ressources, on va toujours avoir un manque de temps. Et pour engager dans ce travail, il faut faire des sacrifices à d'autres choses qu'on fait en tant qu'organisme. J'aimerais juste dire ça parce que j'entends toujours ça comme une façon, une excuse. C'est quoi? Une excuse. C'est de noter ça. Ouais. Oui, c'est vraiment... oups, oui, je mon téléphone ici. C'est bien, je crois, de souligner cet aspect aussi que
parfois, c'est de faire des choix, de voir c'est quoi les priorités et de peut-être moins faire dans quelques domaines pour mieux faire ici. Et quand on a moins de ressources, de choisir où on va les mettre. Je trouve que c'est vraiment important. Oui, et aussi d'un peu souligner cette question de reconnaître le travail de tout le monde et de reconnaître les ressources qui sont là. Ça m'a frappé aussi parce que je trouve parfois c'est comme oui, toutes les institutions, les messages de solidarité qui disent oh, on va prendre le temps de réfléchir. C'est un mot qu'on entend souvent. Puis j'ai une amie qui m'avait dit l'autre jour OK, ça suffit, la réflexion, c'est assez réflexion, c'est le temps de lire et de rechercher et de regarder qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a tellement de ressources qui sont là et tellement de travail qui s'est déjà passé dans le monde artistique et ailleurs aussi. Alors, c'est vraiment, c'est bien de réfléchir, mais c'est aussi, nous avons une responsabilité de lire et d'apprendre et de se responsabiliser d'aller chercher des ressources. Alors, j'ai beaucoup aimé ça dans la lettre aussi. Il y avait tellement beaucoup d'informations. Et je vais essayer on va mettre un lien vers la lettre dans les commentaires aussi quand on va partager la vidéo parce que j'aimerais vraiment encourager tout le monde d'aller regarder ça et de lire et de partager et de circuler aussi parce que je trouvais que c'était tellement une des lettres, dans toutes les lettres qui sortaient, que je trouvais que c'était vraiment bien écrit, puis il y avait tellement de bonnes choses là-dedans à partager aussi. Oui, alors ça, on est déjà 13h30. Est-ce qu'il y a des questions? Si des questions du public, on peut les partager dans les commentaires ici et on peut répondre. Est-ce que moi, je peux te poser une question, Nicole? Oui, absolument. Ben, dans le fond, moi, au début, quand tu nous avais demandé de choisir une question, moi, ma question, c'était qui est-ce que vous avez engagé dans les 10 dernières années en termes de personnes noires et de personnes autochtones? Fait que je me demandais comment c'était au Musée des Beaux-Arts du Canada sur ce point-là. Comment l'engagement de personnes autochtones et noires au musée? Oui, ici, ça dit dans les postes de direction ou dans des postes à long terme, donc. Oui. Mais, vous avez probablement vu, il y avait un article dans Canadian Art qui décrivait que dans le leadership de beaucoup du musée au Canada, c'est surtout beaucoup de personnes blanches et c'est le cas chez nous aussi. Nous avons un département d'art autochtone dans lequel il y a plusieurs commissaires autochtones et on a quelques employés autochtones aussi. Mais dans les postes, sur le CA aussi, on a deux personnes, il y a une personne autochtone, une personne racisée aussi, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a de temps en temps, mais je pense que, Eunice, la chose que tu avais mentionnée, que les personnes ne restent pas tout le temps, et je crois qu'il y a des travaux à faire ici au niveau de créer une atmosphère accueillante. Pour moi, c'est quelque chose qui me frappe vraiment. Et des questions que je me pose souvent autour des structures de musée, qui est une institution basée sur des principes coloniaux, qui est vraiment impliquée dans des systèmes de suprématie blanche, comme on le connaît. Les musées sont partie de ça. Alors, je me pose souvent des questions, comment est-ce qu'on peut changer plus rapidement ici? Des changements structurels. Oui, et aussi, dans un musée, c'est vraiment beaucoup de personnes avec des rôles différents aussi. Alors, moi, je suis commissaire. Je ne gère pas le département de ressources humaines. On peut moins rapprocher de ces tâches-là. Mais je me pose souvent la question, qu'est-ce que je peux faire dans mon rôle? Qu'est-ce que je peux faire comme commissaire dans le musée pour aider et pour pousser à changer ces choses-là. J'ai partagé le dépliant Eunice que tu avais produit avec Valérie Carrier. J'ai partagé ça à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était super. Alors, mais oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a du travail à faire ici aussi. Est-ce que ça répond un peu à la question? Oui, absolument. Yeah, Merci. on a des personnes noires et autochtones ici, mais pas beaucoup. OK. Mm-hmm.
Mais merci pour la question. C'est une bonne question. C'est une des questions qu'il faut poser un peu. Et peut-être mentionner aussi que comme plusieurs des autres musées que nous allons faire, on a embauché un groupe de consultation pour faire des formations antiracistes au musée. Alors, ça s'en vient. Alors, ça va continuer, mais c'est, comme on a mentionné, un travail lent et un travail qui va prendre du temps, mais c'est sûr qu'il y a aussi des gens à l'intérieur qui sont en train de pousser, d'agir ici aussi. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on a d'autres questions dans nos commentaires? Je vais juste regarder ici. On a un en anglais, mais c'est pas vraiment une question. Oh, la personne qui dit institutional time is measured and paced for capital, not care. C'est une bonne question au sujet de la balance. Alors, le temps institutionnel qui est surtout visé sur on disait le capital, le profit et non pas le soin. Mais je ne sais pas si vous voulez répondre à ça. Ben, je pense qu'il y a des façons, de changer ça. Je pense que dans un sort d'artiste, l'avantage, c'est que vu qu'il y a une structure horizontale, ben, tout le monde peut faire ce choix-là rapidement puis ensemble. Tandis que dans une gestion plus horizontale, ben, il faut s'attendre à ce que la direction le fasse. Moi, c'est sûr que je le fais dans mon rôle à l'extérieur de Articule, évidemment, dans mon nouveau rôle. Le soin de mon employé est primordial, mais ça reste un choix que j'ai fait à cause de mes expériences personnelles, tu sais. Donc, je pense que les organismes, ils peuvent faire le choix conscient de choisir entre le profit ou le soin des employés, des artistes qui sont invités. Puis je pense que de refuser de le voir comme un choix, c'est aussi, ça reste un choix visible d'être pro-capital puis pas antiraciste dans un sens. Oui, c'est bon. Oui, peut-être je peux poser la question. Est-ce que maintenant que tu travailles à FOFA, est-ce que c'est toujours, est-ce que tu as amené des choses avec toi du monde de santé artiste? Est-ce qu'il y a des aspects de l'institution que tu vois là maintenant? Oui, dans le fond, un des projets sur lesquels j'ai travaillé en arrivant, c'était de réécrire les contrats pour mettre une clause anti-oppression dedans, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Et donc ça me permet assez rapidement, en fait, de choisir si je peux travailler avec un artiste ou pas s'il refuse d'être anti-oppressif ou s'il est une personne oppressive. Autrement, moi, j'ai des avantages par ma position que mes employés ont pas. Donc, j'ai mis dans mon budget que mes employés aient certains avantages, donc comme des massages ou psychothérapie ou ce genre de choses-là. Je l'ai mis ça fait partie maintenant de mon budget puis de ma structure de travail, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Puis ben là, vu que je travaille de la maison, ça se fait lentement, évidemment, mais ça, c'est les deux projets que j'ai mis de l'avant qui me viennent définitivement du fait que j'ai travaillé à Articule avant. Ah, c'est super. Et je pense aussi ces changements au niveau de reconnaître le travail et des choses qui sont un peu petites, comme donner des bénéfices aux employés, mais qui peuvent faire une grande différence dans la vie de quelqu'un, surtout dans un domaine artistique où c'est un travail précaire et souvent mal rémunéré et tout ça. OK, il y avait une autre question, peut-être on va prendre une autre ici. On nous pose la question, est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets de mesures qui ont pu être mises en place? Alors, Eunice vient de nous donner quelques bons exemples, mais peut-être on peut demander à Bourgeois aussi s'il y a des autres exemples à souligner chez Articule. Il y en a plusieurs dans la lettre, alors je dirais juste le lire au complète. Mais sinon, ce qui nous a aidé beaucoup à Articule, c'est d'avoir écrit notre base unité, qui est, je pense que c'est en fait c'est le premier point dans la lettre des suggestions.
Ah ouais. Alors, la base unité, en fait, c'est une liste de valeurs qui a été adoptée par nos membres, qui a été écrite par les membres du personnel, les membres de CA, les membres d'Articule, qui en fait expriment nos valeurs anti-oppressives que nous nous engageons en tant que centre. Alors, c'est un peu comme un mandat vivant ou une mission statement, on peut dire. Et la fonction de cette liste de valeurs, c'est qu'il faut que ça existe en espace. Il faut que ça est toujours révisé et on fait toujours des révisions pour voir si est-ce que c'est encore pertinent et encore aussi détaillé qu'on aimerait l'avoir. Et ce liste donne surtout les membres du personnel un peu ça sert comme une guide pour nous de faire les choix si jamais on trouve qu'il y a quelque chose qui sera oppressif ou qui sera dangereux, de faire les choix en lien avec ce base unité. Aussi, on donne ce base unité à tous nos membres, à tous nos artistes, à tout notre personnel, un peu comme on peut dire une agreement entre nous deux que ça existe. Alors, ça nous donne les outils s'il y a quelque chose qui arrive de faire des décisions. C'est ça. Alors, Ouais, ça, c'était une grande ouais, c'est outil. vraiment faire une base d'unité, c'est vraiment un outil qui est vraiment phénoménal dans le sens que ça permet de prendre des décisions rapidement. Mhm. Parce que dans certains cas, beaucoup de décisions, surtout dans des contextes d'oppression, sont pas prises parce que là, les gens savent pas quoi faire, il y a leurs amis, un conflit d'intérêts, tandis que la base d'unité, c'est comme ben la décision est là, puis tu la prends parce que tu es impliqué dans le centre. Et ça, c'était vraiment une bonne idée. Mhm. Oui, j'aime beaucoup ce modèle. Puis j'ai vu aussi, en regardant un peu les déclarations de solidarité, puis toutes les différentes façons que les gens montraient, répondaient à la situation actuelle. Mais il y avait aussi quelques autres. C'était pas une lettre, c'était pas quelque chose de ponctuel, mais ils ont pris ce moment d'écrire quelque chose d'un peu plus global, un peu plus permanent pour guider le fonctionnement d'un centre ou de mettre, c'était pas juste quelque chose dans le moment, mais c'était des principes pour guider dans le futur et des principes qui étaient toujours à reviser, à revoir, puis un document vivant aussi. Mais j'ai vu, on peut peut-être aussi partager un lien à ça aussi, à la base d'unité. Je trouve que c'est un outil vraiment important aussi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres questions de vous à Montréal, d'autres questions du public, non? On nous remercie dans les commentaires aussi. Alors, ben, c'est ça. Mais j'aimerais bien vous remercier d'être ici. C'était vraiment super que vous êtes ici avec moi pour discuter de tout ça. Vraiment généreuse. Et puis, j'ai beaucoup apprécié tous vos commentaires et vos idées. Et aussi, merci pour la lettre. C'était vraiment inspirant. Puis, et pour tout le travail que vous faisiez à Articule et à Fofa aussi. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Et pour notre public, j'aimerais juste rappeler qu'il y a une discussion avec les artistes de Abadakwane qui se passe le 29 août, ce samedi, sur Zoom. Alors, s'il y a des gens qui s'intéressent à ça, vous pouvez vous inscrire, je pense, sur le site web du musée. Alors, merci tout le monde d'être ici avec nous. Puis, on se revoit à 15h pour la version anglaise. Merci. Okay. Merci tout le monde. Bye.